RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. RMC Running très actif actuellement, on vous remercie pour le nombre d'écoutes qui est en train d'exploser. Bravo à Aurélien Tiersin qui fait un travail magnifique en direct des championnats du monde de Tokyo. Vraiment, c'est passionnant de suivre ça. Si vous avez loupé les épisodes, allez les écouter parce que vous vivez les championnats du monde dans les coulisses grâce à Aurélien avec le témoignage des stars de l'athlète français. Donc franchement, ne loupez pas ces épisodes. On a retrouvé le taulier, le maître Yodu est là. Salut Johan. Salut à tous, salut Benoît, ça va ? Ça va, on a eu peur pour ta santé Johan. Pourquoi ? Pour cette piqûre sur la cuisse, qu'est-ce que c'est Ah ce ouais, truc ? t'as vu ? Ça fait peur. Je sais pas, je me suis fait piquer par un truc, attention, hein, ça avait pris des proportions. Je pensais que c'était juste une piqûre de moustique qui me grattait un peu. Non, et mais... quelques heures après, c'était un truc immense, alors je sais pas. C'est s'est fait piquer par un cobra le mec. Ouais, Laisse c'est tomber. ça. La cuisse, elle a doublé de volume. C'était T'inquiète, fou, il quoi. m'en faut plus pour m'arrêter. Ah ouais, je vois ça. Inarrêtable. Ravi de te retrouver en forme et ravi de t'entendre sur la thématique du jour parce que c'est la spéciale Yodu aujourd'hui. Eh oui, des conseils d'entraînement. La séance mixte, vous le savez, c'est un tortionnaire. On va parler de ça, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est exactement, quels sont les bénéfices, pourquoi mixer du seuil et de la VMA courte. T'es vraiment un sale type hein, quand même, quand j'y pense. Ah, c'est pas moi, moi je fais que regarder ce qui se fait autour de moi et ce que j'ai l'impression qui fonctionne pour certains, je me dis ça peut marcher pour d'autres. Ah ouais, t'es pas obligé de l'appliquer à tes disciples, hein. Je sais de quoi je parle, mais t'es fou toi. Et on va recevoir un ami d'RMC Running dans un instant, Olivier Gaillard, un coach FFA, coach de l'Athletic Club du Lyonnais, celui qui fait les plans pour le marathon de Paris notamment. On va pouvoir parler de tout ça avec lui. Et puis j'ai deux bons plans pour vous cette semaine. Le bon plan Dossard, ça sera le trail de Saint-Éan. On fait gagner des dossards tous les ans pour cette magnifique course. Et un bon plan matos qui va vous parler aussi avec des gourdes à gagner, des gourdes Doper. Vous allez voir, c'est un magnifique produit. Donc restez bien jusqu'à la fin de cet épisode. Rejoignez-nous également sur les réseaux sociaux, sur Strava, sur Instagram notamment et sur TikTok pour aller retrouver la belle mèche de Johan Durand. Allez, enfilez les baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Et il est là avec nous, ami d'RMC Running, Olivier Gaillard aujourd'hui. Salut Olivier. Salut les amis. Salut. Ravi de t'accueillir, toi le coach de l'Athletic Club du Lyonnais, le coach FFA bien connu. Tu es déjà venu plusieurs fois Olivier dans RMC Running. Et c'est donc toi qui es le responsable des plans running ASO pour le marathon de Paris, on est d'accord hein ? Ouais, c'est ça, je les ai fait il y a quelques années et je crois qu'ils sont toujours en ligne, toujours utilisés. Donc voilà, c'est un plaisir. Hein. Les gens se préparent au semi-marathon et au marathon de Paris avec ces plans d'entraînement-là. Donc si vous faites le marathon de Paris et que vous n'atteignez pas votre objectif malgré le plan, c'est ma faute. Vous allez contacter Olivier Gaillard sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, c'est lui le responsable. Il n'y a que des RP à Paris. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que Paris c'est un parcours RP. Mais on sait de quoi on parle. 50% c'est des primo-marathoniens, donc il y a forcément 50% qui font du RP. Et remarque, toi tu l'as fait ton RP à Paris mon coquin ? Oui, c'est pour ça que je te le dis. 2 heures. Et alors moi aussi en plus, hein, c'est ça le pire, c'est qu'on est deux ici, on est deux à avoir notre record perso à Paris quand même. Sérieux ? Voilà. Incroyable. Toi tu es sacré coureur Olivier, quoi, moins de 2,30 c'est ça ? J'ai fait 2,30 piles à Paris. Ah ouais. Donc voilà, finalement, on dit que Paris est pas si roulant, mais on a ici deux exemples de meilleurs perfs à Paris. Bon, sinon on peut se dire que vous étiez très bien préparé, que vous auriez fait mieux à Valence ou à Berlin. C'est possible. Ouais, non, voilà. c'est pas. Les gars, je suis obligé de vous faire réagir à l'actu chaude, j'en parlais. Aurélien Tiersin, notre correspondant, notre reporter au championnat du monde, nous fait vivre ça avec beaucoup de passion. Qu'est-ce qu'on a vibré sur Jimmy Gressier, notre ami Johan, quel plaisir. Champion du monde du 10 000 mètres. Jimmy, il vient tous les mois, il vient nous parler d'un record qu'il est en train d'établir. Et là, il est champion du monde, donc il sera là évidemment quand il rentrera de Tokyo. Mais quelle perf hallucinante, Johan, et on est ravis pour lui. Ravis de voir que là, il est au sommet de l'athlète français. Hein. Magnifique. Hein. C'est magnifique, il est au sommet de l'athlète mondial. Et franchement, quand j'ai vu la course, je me suis dit quand même, il l'avait annoncé, hein, ça fait un moment qu'il parlait d'un potentiel podium. Après, c'est vrai qu'il avait passé quand même un cap cet hiver sur 5000 en salle. Il avait été monstrueux aux Europes de semi en courant tout seul et en faisant encore 59 et des bananes. Donc effectivement, il était fort. Il avait gagné la Diamond League récemment. Il a montré qu'il était quand même assez costaud. Mais franchement, je me disais quand même, il y a du lourd en face. Il y a vraiment un vrai level.
Et puis en fait, c'était son jour. Les mecs n'ont pas couru. Ça s'est passé en 15-15 au 5000. Je sais pas si on se rend compte, mais pour eux, c'est ridicule. Même moi, j'aurais pu tenir pour te dire, alors que je suis blessé depuis 6 mois, 15-15, je tiens sans problème. Et donc, pour eux, c'est quoi? C'est même pas SV1 là, c'est quoi? C'est footing actif? Ouais, c'est un peu. C'est de l'allure marathon. C'est de l'allure marathon. C'est plus lent que l'allure marathon. C'est plus long que l'allure marathon. Ils ont tous un record proche de 2,6. Donc, t'imagines, c'est de l'allure marathon pendant 5 bornes. Et après, effectivement, ça a commencé à se saigner un peu. Et puis après, les planètes se sont alignées parce qu'il était bien placé. Derrière, il a toujours été un peu à la corde en 3-4e position. Et. La dernière ligne droite, il fallait que ça s'ouvre et ça s'est ouvert et il s'est faufilé. Parce que si ça s'ouvre pas, il est coincé. Il est obligé de partir couloir 3. Je pense qu'il gagne pas, il fait un podium. Et là, les planètes se sont alignées. Ça a pas couru. Les mecs étaient un peu en dedans. Et puis, c'était son jour. Et ça m'a fait penser à Pierre-Ambroise Boss, le jour J, qui avait mis une attaque de dingue au championnat du monde à Londres. Et qui, ce jour-là, pareil, les planètes se sont alignées. Ça s'est regardé derrière. Les faits de course ont fait que ce jour-là, il est champion du monde, quoi. Vous connaissez RMC, mais moi j'ai envie de faire 1000 débats là-dessus. Est-ce que c'est encore plus fort que Boss, par exemple? Parce que franchement, le champion du monde du 10 000, Pierre-Ambroise Boss, c'était magnifique. C'était en 2017, le titre de champion du monde de 800 à Londres. Mais là, c'est du 10 000, Yodu, quand même. C'est fou, c'est une distance inaccessible pour un coureur européen, entre guillemets. On sait que Mo Farah était la légende avec 2 doublés, 5 000, 10 000 sur deux Jeux Olympiques. Mais être champion du monde du 10 000, c'est un truc de fou. C'est monstrueux. C'est monstrueux, ça s'était jamais vu. Après, je pense que vraiment, l'effet de course ont fait que ça a favorisé Jimmy, même s'il lui dit qu'il est coureur de 10 000. Je pense que c'est vraiment un coureur de 5 000, 10 000, mais sur 5 000, il est quand même monstrueux. Et on va voir ce qu'il va donner parce qu'il peut faire encore quelque chose d'intéressant là, dans les jours qui arrivent pour la fin des championnats. Mais ouais, c'est fort. Après, il faut aussi, et il l'a très bien dit, saluer le travail de la lutte antidopage qui a fait un travail monstrueux aujourd'hui. Il y a plus de 140 Kenyans qui sont suspendus. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup moins de triches qu'avant. Et même si, c'est pas pour dire que ça a couru moins vite, mais Jimmy fait un dernier tour en 54, ce qui est monstrueux. Mais on a eu des époques, des tours en 52, des trucs qui étaient complètement irréalistes. Et là, on est sur des performances humaines. Et quand c'est des performances humaines, on voit que tout de suite, les Français, ou là, dans le cas de Jimmy, ils s'imposent là-dessus, quoi. Olivier, tu veux rajouter un truc? T'as été émerveillé, toi aussi, quand t'as vu la perf? Ouais, ce qui est impressionnant aussi, je trouve, c'est un peu le registre de Jimmy. C'est-à-dire que c'est un mec qui est hyper polyvalent. Et je pense que sa victoire, il l'a aussi construite sur cette polyvalence. Parce qu'on se rappelle, et Johan l'a très bien rappelé, qu'il est champion d'Europe du semi au mois d'avril. Ouais. Et au mois de juillet, il bat son record en 3,32 au 1500. Donc en fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est ça, c'est qu'il a une espèce de palette, on va dire, du 1500 mètres jusqu'au semi-marathon. Et cette fin de course, cette course dont tu as parlé, Johan, où c'est pas allé vite et où du coup, il a fallu finir vraiment fort, et notamment en 54, c'est le fait aussi d'avoir travaillé ce registre assez large. 3,32 au 1500, c'est une perf aussi de niveau mondial. Et c'est ce qui lui a permis d'aller chercher sur cette dernière ligne droite le titre. Mais nous, on le reçoit tous les mois et on lui dit: tu vises quoi? À chaque fois, ça change. Ah non, mais là, je vais aller sur. J'ai peut-être envie de faire du steeple. Il a eu l'intelligence de voir que le steeple, il s'y est pas aventuré trop longtemps et assez vite de se dire: finalement, c'est pas pour moi et je suis pas assez technique, c'est pas un truc qui me plaît. En plus, il l'a dit clairement que ça le bottait pas, et de revenir à ce qu'il savait faire, aux 5000, 10 000. Et effectivement, et je trouve que par contre, dans la construction de la saison, il s'est pas trop éparpillé. Il a pas fait 10 000, 1500, il en a fait quelques-uns. Et même après les France Elite où il perd au sprint contre Jan Schreb, tu sentais qu'il était sûr de lui et qu'il savait qu'il avait cette capacité à finir vite aujourd'hui, et il l'a montré ensuite en meeting Diamond League et ensuite au championnat du monde. Ouais. Un grand bravo à Jimmy Gressier qu'on accueillera avec plaisir dès son retour de Tokyo, champion du monde du 10 000 mètres. Allons-y sur notre séance, les gars, c'est pour ça qu'on vous a convoqué. Donc, les fameuses séances mixtes du maître Yodu. Et voilà, mixées comme ça du seuil et de la VMA. Johan, c'est vrai que c'est... Toi, en tant que coach, pour tous tes athlètes, c'est une tendance que tu mets en place depuis quelques semaines, quelques mois. Tu l'as aussi testé à l'entraînement. Parle-nous de l'intérêt, à quoi ça sert comme ça de mixer du seuil et de la VMA courte sur une même séance?
Alors, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qui existe, qui se fait, on le voit, tu sais, les méthodes ont changé jusqu'en 2015. C'est vrai qu'on travaillait, spécifiquement certaines zones. Tu faisais, du travail à VMA, tu faisais du travail au seuil, tu faisais ton allure marathon, tu faisais tes séances de renfo et tu mixais jamais un peu tout ça. Et c'est vrai que depuis quelques années, c'est quelque chose qui se fait un petit peu plus, cette espèce d'entraînement combiné. Moi, je l'ai testé avec mon coach. C'est pour ça que je le reproduis dans les plans que je te fais aujourd'hui. Je trouve que ça quand même, enfin, le principal intérêt, moi, que j'y trouve déjà d'un point de vue mental, c'est que tu développes plusieurs qualités dans une même séance, c'est-à-dire que tu vas justement, comme tu disais tout à l'heure, travailler ton seuil, travailler ta vitesse, travailler ta VMA ou autre, suivant ce que tu mets à l'intérieur. Tu vas habituer justement ton corps à changer de rythme, et ça, pour le coup, je pense que on peut revenir à l'exemple de Jimmy, mais s'il est capable de finir vite et avoir cette gestion de course où il y a eu par moment des kilos en 2,40, puis d'autres en 3 minutes, puis d'autres en 2,40, ça c'est quelque chose qui doit se travailler à l'effort et c'est de la gestion de l'effort. Et du coup, ces séances mixtes, pour le coup, elles ont tout intérêt dans ces cas de course de championnat. Elles sont hyper intéressantes. Et moi, je le vois aussi comme un côté moins monotone d'un point de vue mental, hein. Tu sais que quand tu fais, si je te donne 12 fois 400 en une 16 ou une 15, c'est 12 fois 400 en une 15 et tu pars une 15, une 15, une 15, une 15, une 15. Et ça peut être un peu ennuyeux. Là, d'un point de vue ne serait-ce que mental, ça va être intéressant. Et puis après, il y a tout un stimuli, des adaptations, des choses comme ça, apprendre à finir fort sur une fin de séance. Mais on va pouvoir en parler tout au long de la truc. Mais je trouve que moi, l'aspect mental et l'aspect ludique de la séance, déjà, moi, je la trouve hyper intéressante. C'est le premier argument déjà, c'est rompre la monotonie de l'entraînement. Moi, je trouve que ça, c'est déjà un vrai argument. Ouais. Et avoir un peu d'inventivité sur les séances. Je vous donne un exemple concret que Johan m'a donné la semaine dernière d'ailleurs. C'était des 300, Johan. Donc 10 fois 300 allure seuil et ensuite avec 30 secondes, donc une récup pincée. Une récup courte. Voilà. Et ensuite 5 fois 300, mais là allure VMA avec une récup plus longue de 1 minute. Olivier, toi aussi qui est coach FFA. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies, les séances mixtes, et à quoi ça sert pour toi, au-delà du fait de rompre la monotonie de l'entraînement ? C'est marrant parce que quand Johan m'a sollicité et quand tu m'as sollicité pour parler de ce sujet, ça m'a amusé parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément avant et que là je me suis mis à mettre dans les plans d'entraînement là depuis quelques mois parce que je trouve ça utile à sur plusieurs aspects. Alors évidemment, quand on est entraîneur, on va toujours essayer d'enrichir un peu sa boîte à outils. C'est-à-dire que moi, ça fait 17 ans que je suis entraîneur et j'essaye de me renouveler en permanence parce que quand il y a des athlètes qu'on entraîne depuis plusieurs années, il y a des habitudes qui se mettent en place et on sait qu'à des moments donnés, il faut un peu changer un peu son fusil d'épaule, changer les habitudes pour pas tomber déjà dans une routine sur le plan psychologique, mais aussi parce qu'un entraînement répétitif, au bout d'un moment, l'athlète va s'habituer à ce type d'entraînement, il va plus s'adapter. Et s'il s'adapte plus, il va plus forcément progresser autant qu'il le pourrait. Donc il y a cet aspect-là aussi de changer un peu la manière de travailler en permanence, je dirais, parce que sur la durée, avec des athlètes, il faut toujours se renouveler. Moi, ça m'est jamais arrivé, j'entraîne depuis 16-17 ans, j'ai jamais, depuis 16-17 ans, eu un plan, par exemple, 10 km que d'année en année, je recycle. Ça, pour moi, c'est pas possible. Mais non, t'as bien raison. Et voilà, et avec ces séances-là, elles apportent, je trouve, effectivement, sur le plan de la motivation, évidemment, elles apportent quelque chose parce qu'elles apportent de la nouveauté. Et puis, sur le plan physiologique, je trouve ça assez intéressant aussi parce qu'on va être sur un début de séance. Donc tu l'as dit, un travail un peu au seuil. Alors après, tout dépend ce qu'on met derrière la notion de seuil. Moi, par exemple, sur des 300, des 400 mètres, je vais faire travailler souvent l'allure 10 km, pour vulgariser un peu. Donc de l'allure 10 km avec des récup très pincées, où là, on va être sur un travail sur le plan physiologique. On va plutôt activer, on va dire, le système de recyclage des lactates dont on a besoin, parce que c'est un limitant de la poursuite de l'effort. Et puis dans une deuxième
deuxième partie de course, deuxième partie de séance. Là, on va être sur de la VMA, donc un entraînement qui va beaucoup plus solliciter la VO2, la consommation d'oxygène. Il y a cette obligation du coup de changer de rythme, avec finalement une obligation de changer de rythme. Ça peut être assez violent. Des fois, entre le début de la séance et puis la partie VMA, on peut devoir mettre 2 km/h, 3 km/h de plus sur les efforts. Donc c'est déjà, ça demande de l'adaptation sur le plan mental, sur le plan physique aussi. Et puis, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, qu'est-ce qu'on cherche dans les courses auxquelles on participe? On a toujours envie de finir fort. Ouais, on a toujours envie, sur un dernier, on fait un 10 bornes, on fait un semi, on a toujours envie d'envoyer un peu plus sur le dernier kilomètre. Ce qui n'arrive quasiment jamais. Ça dépend, ça dépend. Et justement, avec ce genre de séance, on va casser un peu ce rythme de croisière, en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on se rend compte des fois que sur des 10 km, on a du mal à la fin à changer de rythme, Ah oui. parce qu'en fait, on s'habitue à un rythme donné. La ligne Et d'arrivée le fait est loin. de travailler, Ouais. et le fait de travailler ça à l'entraînement, à un moment donné, on va mettre une bastos sur la fin, le dernier tiers de la séance. Et ben du coup, ça met en place quand même cette capacité à changer de rythme, cette capacité à aller chercher des hautes valeurs de VO2. Parce qu'on sait que sur un 10 km, il y a aussi une dérive avec la fatigue qui se met en place. On perd un peu en économie de course. Et donc, du coup, le coût énergétique augmente. Et donc, ça permet de simuler ça, finalement, à l'entraînement. Les gars, est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Parce que là, on parle à beaucoup de personnes qui s'entraînent sans coach, qui écoutent des conseils dans RMC Running toutes les semaines. Mais est-ce que vous le conseillez plutôt à des coureurs, entre guillemets, confirmés, ou ça peut s'adresser à n'importe qui, Johan? Non, moi je le conseille à tout le monde parce que justement quand tu démarres la course à pied, tu fais souvent un peu la même chose, c'est souvent la même erreur. Alors par contre, tu connais pas trop tes allures. C'est vrai que les gens qui démarrent, souvent ils font du footing, ils te disent je fais du footing en endurance fondamentale. Enfin, ils font du footing progressif, ils partent un peu cool et puis progressivement dans leur footing ça part jusqu'au moment où ils sont à fond et ils terminent un peu comme ça. Donc effectivement, eux, il faut plutôt les cadrer, leur dire voilà, il faut vraiment que vous connaissiez vos zones. Et après, par contre, t'as ceux aussi qui font que du footing plan-plan. Tu vois, des vrais diesels. Ils font tout le temps la même chose. Ils font des footings en endurance et de temps en temps, ils se mettent un peu de seuil et ça s'arrête là parce qu'ils n'aiment pas aller sur la piste. Ils n'aiment pas sortir un peu de leur zone de confort. Et eux, pour le coup, ça peut être hyper intéressant de le faire parce que justement, tu vas aller chercher les amener dans des zones qu'ils n'aiment pas et sur lesquelles ils ne vont pas. Tu vois, c'est vrai que quand tu es ton propre coach, tu fais souvent ce que tu aimes et c'est là où tu es bon. Et le fait d'élargir ta palette et de faire des séances un peu comme ça, où il y a un peu un mix de tout, tu passes forcément par des moments où il faut un peu se faire mal. Et effectivement, ça peut être intéressant. Mais voilà, pour les débutants, il faut déjà bien connaître ses allures, bien connaître ses zones pour pas non plus faire n'importe quoi. Là, si on s'adresse à des coureurs plutôt confirmés qui ont des habitudes d'entraînement, vous en parliez tous les deux, admettons l'habitude classique, c'est-à-dire une VMA par semaine et une séance au seuil. Cette séance, finalement, elle remplace quoi, les gars? Olivier, elle remplace quelle séance? Est-ce qu'elle est en complément? Est-ce qu'il faut forcément supprimer une séance de qualité parce que c'est une séance très exigeante? Comment on la place dans la semaine d'entraînement, alors? En fait, ça dépend un peu de l'objectif déjà qu'on s'est fixé, 10 km semi-marathon. Là, on s'adresse, je pense, avec RMC Running, à des gens qui sont plutôt sur des objectifs de ce type-là. On n'a pas forcément des demi-fondeurs. On est sur du 10 semi et marathon. Voilà, 10 semi-marathon. Donc, en fait, dans cette optique-là, moi, vraiment, pour le coup, la séance de seuil, c'est la séance à laquelle je ne toucherai pas. C'est vraiment, pour moi, une séance clé dans la préparation, que ce soit 10 km semi-marathon ou marathon. Et donc, du coup... tu parlais en fait du schéma un peu classique, une séance VMA, une séance seuil. Et je le mettrais le jour de la séance VMA en fait. Ça veut dire qu'on rajoute un peu de travail de seuil sur cette séance-là. Mais je trouve que le travail de seuil aujourd'hui, on regarde un peu les méthodologies. La méthode norvégienne dont on entend beaucoup parler à haut niveau, c'est une méthode qui a été mise en place. Pourquoi ? Pour augmenter le temps de travail au seuil dans la semaine. C'est pour ça que la méthode norvégienne, dans la méthode stricto sensu, il y a 2 jours où les athlètes vont faire du double seuil.
Et en fait, on nous explique que c'est en faisant cette configuration de course, c'était pour mettre 4 séances de seuil dans la semaine. Donc ça montre à quel point ce développement des seuils est hyper important. Donc je l'enlèverai pas de la préparation classique, mais par contre, le jour où d'habitude on fait de la VMA, Johan en a parlé tout à l'heure, les séances on les connaît tous, 10 x 400, récup 1, quasiment à 100% de la VMA, ce jour-là, en fait, au lieu de faire 10 x 400, par exemple, j'ai une séance clé que j'ai donnée il n'y a pas longtemps, puis que j'ai faite aussi. On avait fait 10 x 400 allure 10 km, avec donc une récup courte pincée à 30 secondes. Ouais. Et ensuite, on a pris 2-3 minutes de récupération après ces 400. Et j'ai rajouté 5 x 400. Cette fois, on prenait 1 minute de récup, mais par contre, là, c'était couru à VMA. D'accord. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui a un niveau 40 minutes au 10 km, donc l'allure sur un 400, c'est 1 minute 36, c'est 15 à l'heure. Je leur ai donné 10 x 400 à faire entre 1,34 et 1,36, récup 30 secondes. Et une fois que c'est fait ça, on récupère 3 minutes. Et derrière, on rajoute 5 x 400 autour de 1,24, 1,26. Ah ouais, je comprends le cheminement. Il ne faut pas partir donc sur partie, vitesse. Et la première partie, ouais. il faut vraiment respecter les allures parce que sinon la séance, ça peut être compliqué. Exactement. Ouais, c'est du contrôle. C'est pour ça, quand je dis allure 10 km, quelqu'un qui est capable de courir le 10 km en 40 minutes, faire des 400 mètres allure 10 km, récup 30 secondes, c'est pas quelque chose qui doit vraiment le mettre en difficulté. Exactement. Par contre, c'est sûr que si on va trop vite sur cette première partie de séance, ça sera très difficile sur la dernière partie de séance courir à VMA de vraiment augmenter le rythme. Mais c'est tout le piège de ces séances, c'est que là, il faut un respect absolu des allures, Johan. Parce que si vous faites une séance mixte, mais vous partez trop vite dès le début, vous allez le payer, et là, on va augmenter les risques, soit de bâcher la séance parce que c'est trop dur, soit même de créer une blessure ou une surfatigue, quoi. Bah oui, c'est ça, ouais. Et puis l'idée, c'est de travailler plusieurs zones à la fois et de stimuler plusieurs zones et pas de tu vois, si on veut travailler l'allure 10K, c'est de l'allure 10K, tu vois, c'est vraiment respecter les zones, c'est fondamental. Et c'est super important et parce que le risque c'est d'exploser et que la séance elle perd de l'intérêt, quoi. Tu perds la qualité de la séance et puis effectivement derrière tu peux te blesser sur beaucoup de choses, hein. Mais voilà, pour que la séance soit réussie, il faut respecter ces zones et surtout ces départs généralement qui sont plutôt assez faciles et effectivement respecter ça, c'est la base, ouais. Concrètement, dans la mise en place de votre séance, vous démarrez toujours par l'allure seuil pour aller sur l'allure VMA ou on peut inverser? Non, il faut toujours rester dans ce schéma-là. Olivier, ton avis? Alors, effectivement, moi, je la fais plutôt dans ce sens-là. Mais bon, et si on avait envie d'inverser, à la limite, l'intérêt que je pourrais y voir, ce serait de créer une première partie où on va vraiment solliciter 100% de la VO2 et créer une pré-fatigue, et derrière se mettre sur une allure seuil, où quelque part, là, on est sur un système où on va essayer de travailler un peu sur la fatigue. Ça, c'est quelque chose que je fais un peu moins, mais à la limite, ça me choquerait pas tant que ça de le voir à l'entraînement. Peut-être que dans quelques années, ça sera devenu une norme parce qu'on sait que les méthodologies d'entraînement évoluent beaucoup. Mais pourquoi pas. Là, moi, aujourd'hui, c'est pas forcément des choses que je fais, mais l'intérêt que j'y verrais, c'est ça. C'est peut-être d'être capable de travailler finalement. Vous savez, quand on est sur un 10 km et qu'on a du mal à tenir l'allure à partir du 6-7, et du coup, ça permet de travailler la résistance. Mais je pense que sur le plan mental, à mon avis, c'est quand même beaucoup plus difficile à aborder en commençant par la VMA et après en mettant un peu du volume au seuil. Moi, je l'ai eu fait pour des spé cross, c'est-à-dire pour simuler des crosses, des départs rapides, parce qu'on sait qu'en cross, moi, je sais que c'était un de mes défauts quand j'étais jeune, de me laisser bousculer et tu sais, on le voit tous, hein, le départ d'un cross, c'est le premier kilo en 2,50 et tu peux être 80e dans le peloton. Et pour pas me laisser enfermer, justement, on simulait des départs ultra rapides et derrière, tu partais sur du seuil. Et c'est vrai que moi, je l'ai eu fait pour ça, pour simuler des départs rapides et après être capable de tenir tes allures cross ou tes allures spé10 avec déjà une espèce de pré-fatigue où c'est 2 minutes qui t'ont fait monter un peu le cardio relativement haut. Donc c'est vrai que voilà, moi je l'ai eu fait à ce moment-là, mais sinon il y a quand même moins d'intérêt que de faire le seuil en premier, ouais.
L'autre intérêt que j'y vois, dis-moi Johan si je me trompe, mais c'est pour ceux qui si jamais ont peu de temps en semaine et doivent s'entraîner sur la pause du midi par exemple, le fait de faire une séance mixte, de commencer par du seuil et terminer par de la VMA, ça te permet aussi d'optimiser ton temps. Enfin, tu peux attaquer du seuil sans être vraiment très très bien échauffé comme tu peux l'être pour une séance de VMA courte. Quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, exactement. Ouais, de finir l'échauffement de façon fais monter le cardio avec progressive et le de seuil, faire quoi. une espèce Ouais. d'endurance active Voilà. sur ton échauffement et de monter progressivement dans les tours. Effectivement, ça c'est quelque chose qui peut se faire quand on n'a pas le temps de faire des gammes, des PPG, des lignes droites, ces 25 minutes de jogging en EF et tout ça. Effectivement, tu termines ton échauffement par ton endurance active, par un tempo et puis progressivement tu montes dans les tours et tu dérives jusqu'à l'allure seuil et tu maintiens un petit peu ça. Ouais, ça peut être fait, ouais. Quand on choisit de s'y mettre, vous êtes coach de nombreux athlètes, c'est un protocole qu'on met en place, c'est-à-dire que si on se dit je vais faire de la séance mixte, il faut le faire durer sur un certain moment, c'est-à-dire sur 1 mois, sur 2 mois, sur 1 mois et demi, ou est-ce qu'on peut, juste pour casser la monotonie, rester sur un schéma classique et tiens, sur une semaine, tu te dis j'aère la tête de mon athlète et je le fais une fois, puis après je repartirai sur de la VMA courte. Non, tu vois ça en protocole, toi, Olivier, ou plutôt en coup par coup? Bon, pour moi, c'est plus une séance que je vais avoir dans ma caisse à outils d'entraîneur, on va dire, et que je vais sortir le joker de temps en temps. Je vais pas forcément travailler comme ça par D'accord. cycle, forcément. Par contre, ça peut être à l'approche d'une compétition où on va, pourquoi pas, la semaine avant la compétition, justement, sortir cet atout-là, de travailler un petit peu le seuil et après mettre un petit côté VMA pour l'affûtage. Donc ça, c'est des choses, mais je vais pas forcément les mettre, par exemple, ce type de séance-là, je vais pas forcément la programmer toutes les semaines. On peut aussi varier. Il y a des semaines, on peut faire que du seuil, d'autres que de la VMA, d'autres, on peut mixer. Et en fait, c'est ça l'intérêt, c'est justement d'arriver à trouver un peu un équilibre, d'aller rompre la monotonie. Et puis l'intérêt aussi que je vois à cette séance par rapport à une séance, on va dire, classique de VMA, c'est que ça permet de faire un petit peu plus de volume dans sa séance. Typiquement, quand on fait 10 fois 400 à VMA, on a couru 10 fois 400 mètres, donc on a fait 4000 mètres de volume. La séance dont je parlais tout à l'heure, où on va commencer avec 10 fois 400, mais allure 10 km, on aura déjà fait 4000, puis derrière, on va rajouter 5 fois 400 à allure VMA, et au final, on aura fait 6000 mètres de volume. C'est ça. Donc, on aura augmenté finalement le volume de travail de 50%. Donc ça, c'est aussi intéressant pour les personnes, justement, comme tu le disais, qui n'ont pas forcément l'occasion de faire 5 entraînements par semaine, qui manquent un petit peu de temps. Du coup, ça permet d'augmenter un peu le volume de la séance et de faire un petit peu plus de kilométrage dans la semaine. Quand vous la montez, cette séance, Johan, toi, tu raisonnes en volume, c'est ça aussi, quand tu la prévois? Ouais, tu raisonnes en volume ou en temps, mais c'est vrai que ça augmente de façon significative le volume. Après, ça m'est eu arrivé, je l'ai testé aussi dans des prépas marathons où j'étais en prépa marathon et j'allais avoir un semi quelques semaines avant. Et du coup, je me rappelle avec mon coach, et j'avais trouvé ça super intéressant. Et tu sais, on parle toujours que le corps a une mémoire de gestion d'allure et tout, d'être capable de dire, ah là, je suis en allure marathon, là, je suis en allure semi. Tu vois, j'avais fait 20 minutes d'allure marathon, j'avais fait mon échauffement, j'avais fait 20 minutes d'allure marathon. Derrière, j'étais parti faire 15 minutes allure semi et j'avais terminé par 7 minutes allure 10K ou un truc comme ça. Et le corps essaye de mémoriser, de temporiser les bonnes allures. Et tu vois, donc, et pour le coup, là, c'était pas pour remplacer une séance VMA, c'était plutôt pour remplacer une séance marathon. Mais comme j'avais un semi et que je voulais retoucher un peu aux allures de semi sans délaisser tes allures marathon parce que tu es quand même en prépa marathon et que c'est important de les bosser, on était parti dans cette optique-là où j'avais bossé une allure marathon, j'avais bossé une allure semi, j'avais bossé mon allure 5-10 pour finir vite aussi. Et j'avais trouvé ça super intéressant d'aller chercher aussi à ce moment-là des allures. Et moi, ça m'avait rassuré de me dire voilà, j'ai bossé mes allures marathon, c'est bon, je suis dans ma prépa marathon, j'ai pas perdu de time. Et par contre, je me suis aussi rassuré sur mes allures semi, je suis allé les toucher un peu pendant 15-20 minutes, des choses comme ça. Et d'un point de vue mental, je trouve que ça te rassure aussi. Quand tu fais ces séances et qu'elles se passent bien, tu as l'impression d'avoir plus de cordes à ton arc, quoi.
Est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets de séances mixtes, les gars, que vous avez déjà donné à vos athlètes ou que vous prévoyez de donner comme des tyrans que vous êtes Olivier, est-ce que tu as des séances en stock pour nous? Donc il y a déjà la séance dont j'ai parlé tout à l'heure, 10 x 400 allure 10 km avec 30 secondes de récupération. Et puis derrière, on va récupérer, une fois qu'on a fait ça, 3 minutes, puis on va rajouter 5 x 400, du coup là, sur de l'allure VMA avec 1 minute de récup. Donc ça, on en a pas parlé, mais c'est vrai que la première partie de la séance où on va être sur du seuil, enfin de l'allure 10K par exemple, on va vraiment chercher à pincer la récup. Parce que sur des répétitions courtes, c'est des allures qui sont pas non plus très intenses. Donc on peut se permettre de pincer la récup. Alors que sur la deuxième partie où on va mettre de la VMA, là on va faire une récup à peu près égale au temps d'effort, globalement. Donc il y a ça, mais après on peut construire tout un tas de types de séances. On peut aller sur même des intervalles plus longs. On peut très bien imaginer une première séance où on va faire, 4 fois 1000 avec de l'allure 10K. Et puis derrière, on va faire... on va rajouter 6 x 400 à VMA. Quelle horreur! Cette typologie de séance-là, on peut la faire varier énormément à partir du moment où on garde les principes de base, c'est-à-dire les deux premiers tiers du volume de la séance qui sont consacrés à du travail au seuil, avec des répétitions donc sur des allures contrôlées et des récup très courtes, et un dernier tiers de séance où là on va aller activer la partie VMA avec des récup plus longues, mais où une intensité d'effort qui va être de l'ordre de 2 km/h plus vite. Donc à partir du moment où on a compris ce principe-là, après on peut tout faire. On peut imaginer une première partie avec des 600 et on va finir avec des 300. Tout est constructible. Johan, des exemples j'ai déjà eu fait aussi, là je prends mon exemple tout à l'heure pour le fait d'avoir bossé sur des allures marathon, semi et 10K au sein de la même séance. Ça me rappelle une séance que j'ai fait à Font-Romeu il y a quelques mois de ça. J'avais fait du seuil autour de la piste pendant 20 minutes et derrière j'étais allé me faire une séance de côte, travail vitesse, résistance, le plus vite possible, vraiment de la haute intensité en côte. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui était ultra intéressante parce qu'effectivement, j'avais l'impression d'avoir bossé mon cardio, d'avoir fait mon seuil quotidien et derrière d'être allé chercher de la puissance musculaire, de la résistance à l'effort, être capable de justement musculairement un peu se mettre en difficulté. Là, je pense que ça s'adresse quand même à des coureurs un peu plus aguerris parce que derrière une séance de seuil, même si tu as bossé 2 tiers de l'effort que ce que tu aurais pu faire en temps normal, malgré tout, tu as quand même une fatigue. T'as quand même attention, le seuil, c'est pas non plus facile. Donc, aller se taper une séance de côte derrière, il faut musculairement être un petit peu prêt. Mais pour les athlètes un peu confirmés qui sont prêts, moi, c'est quelque chose que j'ai déjà testé et que je trouve qui était intéressant d'aller justement chercher cette puissance musculaire et cette résistance musculaire derrière sur du travail de pure vitesse. Ouais. Ça peut vous servir, ça rompt la monotonie, il faut être précautionneux, viser d'abord les distances et puis surtout bien respecter les allures, d'abord le seuil, ensuite la VMA, mais voilà, un complément dans votre entraînement avec les excellents conseils d'Olivier Gaillard et évidemment du maître Yodu. Tout de suite, on passe au bon plan d'Ossard. RMC. Le bon plan d'Ossard. Avec un autre ami d'RMC Running qui nous rejoint, un fidèle, Guillaume Lafay qui est là. Salut Guillaume. Salut. Guillaume, t'es là tous les ans, c'est la tradition de RMC Running. Tu viens nous vendre le trail de Saint-Éan que tu nous teases tous les ans comme la préparation idéale pour la Saint-Élion. Exactement, ça change pas. On change pas les bonnes habitudes et les équipes qui gagnent. Donc encore une fois, merci à vous de nous mettre en avant. Mais donc effectivement, le trail de Saint-Éan qui aura lieu cette année le dimanche 9 novembre. Donc juste 3 semaines avant la Saint-Élion, sur des parcours qui sont très très similaires à la doyenne, et avec notamment du 8, du 12, du 18, du 30 et même du 50 km pour ceux qui voudraient venir s'affûter juste avant potentiellement, pourquoi pas un aller-retour entre Saint-Étienne et Lyon. 50 km, 1500 de dénivelé positif, départ à 6h du matin à la frontale. Est-ce que tu peux mettre un dossard de côté pour Johan, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Et il aura même l'occasion de se frotter à notre parrain de cette année qui est Corentin Play, qui est un athlète qui monte, qui a fait notamment podium sur l'éco-trail de Paris et qui avait fait un temps stratosphérique l'année dernière. Ouais. Donc avec plaisir. Mince, je suis pas là, le 9 novembre. T'es pas là. Olivier, tu connais, c'est ta coin.
Ouais, c'est mon coin. J'allais dire, si Johan le fait, franchement, moi, je viens le supporter au bord de la route, il n'y a pas de souci. Ouais, le supporter, moi aussi. Il n'y a pas de problème. C'est marrant, Guillaume, parce que je te pose toujours la même question, mais on en est où d'un point de vue météo en novembre, comme ça, en Haute-Loire, alors? Oula, attention. Déjà, on est dans la Loire, hein, à Saint-Étienne, à Saint-Éan exactement. Donc, au niveau météo, c'est assez variable. On va pas le cacher. Il y a des éditions qui sont quand même plutôt fraîches. Et d'autres, au contraire, qui sont très très ensoleillées, comme celle qu'on avait pu avoir l'année dernière, avec un superbe lever de soleil, là justement sur les monts du Lyonnais, pour ceux qui étaient partis à la frontale sur le 50 km, et même sur les autres parcours, ils avaient profité de conditions vraiment idéales. Donc je dirais que malheureusement on est tributaire du temps aussi, mais en tout cas la chaleur humaine, l'ambiance et les ravitaillements sont toujours là pour faire passer un très très bon moment à tout le monde. Ouais. Des beaux formats, 50 km, 30 km, 18 km, 12 km, même un 8 km, hein, c'est ça Exactement. Les formats de course. Exactement, donc, oui. On a voulu vraiment que ce soit quelque chose de familial sur des formats où tout le monde peut trouver son bonheur. Et des profils aussi qui permettent de se faire plaisir et de découvrir ou justement de s'affûter sur un trail. Magnifique, c'est le 9 novembre, donc si ça vous intéresse, on fait gagner 3 dossards, Guillaume. C'est ça, 3 dossards pour la distance de votre choix. Les distances du choix, voilà. Sachant que cette année aussi, la grosse nouveauté par rapport aux autres années, c'est qu'on est référencé sur l'index UTMB et sur l'ITRA, donc on donne des points et un index pour le 30 et le 50 km, et même le 18 km est référencé pour le 20K UTMB. Bravo voilà. Guillaume, ça c'est l'argument massu. Alors là, si vous voulez aller récolter des points pour l'UTMB et le tirage au sort, c'est par là qu'il faut passer, par le trail de Saint-Éan, le dimanche 9 novembre. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, on mettra le concours en place sur nos réseaux sociaux, sur le club RMC Running, sur Strava, également sur notre compte Instagram. Merci Guillaume. Merci à vous. Bonne continuation. À très bientôt. Bye bye. Ciao. Et tout de suite, le bon plan matos. RMC. Le bon plan matos. Yodu, je crois que c'est une première parce qu'on va faire gagner une gourde aujourd'hui. Voilà, la marque néerlandaise Doper qui nous permet de faire gagner des gourdes aujourd'hui. 6 gourdes à gagner. La Flipstro qui a beaucoup d'intérêt, qui est très pratique. T'as pas besoin de l'incliner pour boire. Il suffit de basculer et d'ouvrir la paille. Donc c'est assez bien fait. Elle est très légère. Elle est totalement étanche. Elle conserve la chaleur ou le froid d'ailleurs si ça vous intéresse. Et elle est compatible avec toutes les autres bouteilles Doper. Il y a 2 couleurs proposées, la noire et celle en acier. Donc n'hésitez pas, un magnifique produit qui peut être votre complément parfait. Moi je peux témoigner, Johan a toujours sa gourde à portée de main. Donc ça, Non, c'est important. Là c'est une gourde avec laquelle par contre on ne peut pas courir, c'est ta gourde du quotidien. Non, c'est ta gourde du quotidien. Voilà, tu vas au travail. Ta gourde de récup, c'est de l'acier inoxydable, donc pareil, c'est facile d'entretien en fait. Okay. Voilà, il faut la laver régulièrement, mais t'as pas de risque de moisissure à l'intérieur, etc. Si tu mets de la boisson de récupération. Dans les gourdes, ouais. Ça, c'est l'enfer des gourdes en plastique. Donc, c'est l'intérêt aussi d'avoir une gourde de qualité. Mais c'est vraiment un produit qui peut vous accompagner tous les jours. On en parle de l'hydratation. Hein. L'hydratation, ça fait partie de l'entraînement. C'est une des clés. C'est super important pour la récupération, enfin pour tout, hein, pour éviter les blessures et tout ça. Donc, bien s'hydrater dans son quotidien, c'est la base. Avec des électrolytes ou avec de l'eau, c'est la base. Ouais. Vous l'emmenez au boulot, vous allez remplir ça à la fontaine à eau et vous êtes hydraté pour la journée. N'hésitez pas, pareil, concours à suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Strava, notamment cette gourde Doper Flipstro. Il me reste à vous remercier les gars, merci Olivier Gaillard d'être venu, l'Athletic Club du Lyonnais. Voilà, merci Olivier, tu reviens quand tu veux. Merci à vous, merci, c'était un plaisir. Plaisir partagé et un grand merci au maître Yodu, t'as été bon comme d'habitude. Merci à tous. Et on revient rapidement, on a d'énormes opérations qui arrivent sur RMC Running, continuez d'écouter les débriefs quotidiens, les cartes postales d'Aurélien Tiersin en direct des championnats du monde de Tokyo d'athlétisme, et puis de grandes surprises vous attendent dans RMC Running. On reste connecté, abonnez-vous sur les plateformes de téléchargement et d'ici là, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.